Bonjour Vincent, Bonjour Eric. comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Ça va, il fait beau, c'est bien, tout va bien. J'ai beaucoup de boulot, mais ça va, ça roule. J'écris, je compose beaucoup, donc je suis en train de terminer aussi un autre livre qui s'appelle Être, comment vivre avec la particule divine qui est en nous, quoi. Voilà. Et ça, D'accord. c'est mon dernier, en fait, livre sur le sujet, quoi. Après, je vais passer à autre chose, quoi. Alors, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que c'est la quatrième vidéo qu'on fait ensemble, puisqu'on a décidé d'en faire une tous les mois. Pour ceux qui te découvriraient ou qui découvriraient cette interview, eh bien, Vincent Hamin, bon, je te présente rapidement, tu es un expérienceur, si on dit comme ça. Tu es une personne qui a fait une expérience de mort imminente. La première a duré 45 minutes. 45 minutes, il faut savoir que de l'autre côté, c'est le temps, en 45 minutes, le temps est accéléré. Donc 45 minutes, ça correspond à une très longue période de l'autre côté. Voilà, puisque le temps est un peu élastique. Et il faut savoir que tu as fait une des expériences les plus pertinentes sur Internet, dans le sens qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est pour ça que je me suis permis de rentrer en contact avec toi. Et depuis 3 4 mois, on échange à propos alors évidemment, de ton expérience, mais aussi des connaissances que tu as acquises grâce à cette expérience. Il faut savoir aussi que tu écris des livres, dont celui dont on va parler aujourd'hui, qui est l'IA. L'IA, l'affliction programmée. Tu as fait bien d'autres livres et puis tu fais aussi de la musique et et puis de la peinture, dont des tableaux magnifiques. Alors, ce que je souhaite justement t'entretenir, on va développer plusieurs sujets, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a qu'une heure, un peu plus d'une heure, donc on a un temps qui est plus restreint, puisque d'habitude on a 2 heures. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est parler de ton livre, l'IA. Et comme je te le disais précédemment, avant de commencer cette interview, l'IA aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. On donne la parole à de nombreux spécialistes, dont Elon Musk. Et c'est intéressant de voir l'avis d'une personne comme Elon Musk, parce qu'en fait, il ne se contente pas de donner son avis, étant donné qu'il crée des machines, qu'il crée des robots. Et bien évidemment, il crée des IA aussi. Il était intéressant de voir la philosophie qu'il y a derrière. On ne peut pas se permettre de faire abstraction de la philosophie de quelqu'un qui parle de l'IA, parce que ça va évidemment impacter tout le discours. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que toi, tu n'es pas un spécialiste de l'IA. Par contre, tu es quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente. Donc, euh, selon ton expérience, la vie a un sens, et ce sens, normalement, devrait être proposé dans l'IA. Et si l'IA fait abstraction de ce qui se passe après notre passage sur Terre, et qui considère que après notre passage sur Terre, il n'y a plus rien, évidemment que on se doute bien que l'IA qui ne fait que répéter grosso modo ce que les ingénieurs ont mis dans le programme, toute la philosophie qu'ils ont mis. Si les concepteurs des IA tels que Elon Musk mettent leur conception de leur vie, et que cette conception est limitée, eh bien l'IA sera limitée et sera même problématique, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les IA pour se faire conseiller, pour prendre des décisions, etc. Et donc voilà, c'est de tout ça que j'aimerais parler avec toi. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton livre, et pourquoi tu l'as écrit, et quel message tu souhaites passer? Ah, voilà, donc moi je voulais participer au concert des nations, enfin, sur ce côté-là de l'IA, parce que je trouve qu'effectivement aujourd'hui c'est un engouement généralisé au niveau de l'industrie ou de la recherche même scientifique, à savoir celui qui a la meilleure IA. Je trouve que c'est une compétition qui est extrêmement dangereuse au bout du compte, quoi. C'est vrai, on en a un peu parlé en off, on va dire, de la possibilité de faire une IA pour greffer un cerveau humain ou animal
sur une IA, moi je trouve que déjà il y a une barrière qui est l'ADN, et c'est sûr que c'est pas évident de trouver la bonne interface puisqu'elle est organique. On va d'un côté une expérimentation qui est à partir d'un organe, qui est le cerveau, et le brancher sur l'électricité. Donc ça me paraît évidemment, à un moment donné, il va y avoir un gros problème s'il n'y a pas une interface extrêmement solide qui va permettre l'échange entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça déjà on est loin, loin, très très loin de trouver cette interface-là. Après, bah, par rapport à ça, l'IA, moi, je la trouve extrêmement dangereuse aujourd'hui, mais même si elle sert à enjoliver ou à faire plus ou moins la création, il faut savoir que l'IA, en fait, c'est une lectrice. On lui inculque des algorithmes, évidemment, qui sont capables d'aller chercher sur Internet toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire une synthèse. Vous voyez? Et donc, c'est vrai que c'est très utilisé pour les journaux, pour les écrivains, certainement pour les auteurs, au niveau des médias. Mais en tant que auteur, écrivain, je trouve il manque quelque chose, c'est ce qu'on appelle le sens de la lecture, le sens du mot, le sens de la syntaxe qui fait que on n'arrive pas, l'IA, ça serait trop carré, comment dire, trop carré, trop administratif, j'oserais dire, pour pouvoir avoir un discernement profond, voilà, et un jugement profond. L'IA ne juge pas, elle ne fait que répéter ce qu'elle a appris, quoi, tout simplement. Et quand elle apprend sur les réseaux Internet, tout simplement, elle va voir toutes les informations partout dans le monde et elle va faire sa synthèse. Donc voilà, ça, c'est pas quelque chose qui est capable de créer profondément une logique humaine parce qu'on est loin de tout ça, quoi. On est loin, on est très très loin. Voilà. Alors déjà, il y a un mot que je vais prononcer, euh, euh, et à mon avis, chacun y va de sa petite définition, mais selon le point de vue que l'on a de ce mot, la définition même de ce mot change. C'est le mot conscience. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que, qui souhaitent ou qui disent que l'IA a déjà une conscience. Si on s'intéresse par exemple aux travaux de l'ingénieur physicien Philippe Guillemont, il dit que, alors il fait partie des scientifiques, lui c'est un physicien, il fait partie des scientifiques, et moi en tout cas, sans être un scientifique, moi je suis naturopathe hygiéniste et je fais beaucoup de recherches scientifiques, et donc j'ai aussi, on n'a pas besoin toujours d'être scientifique pour donner son avis sur des choses qui se disent scientifiques, mais je fais partie des gens qui pensent que la conscience n'est pas générée par le cerveau, on parle de délocalisation de la conscience. Et d'ailleurs, la délocalisation de la conscience, c'est le fait que la conscience peut exister au-delà du cerveau. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas pu faire de NDE puisque ton cerveau était, tu étais en, comment on appelle ça, ton cerveau était inerte au moment où tu as fait ton NDE ou ton EMI. Enfermé dans une cage. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les EMI, les expériences de mort imminente, suggèrent au minimum l'idée que la conscience existe au-delà du cerveau. Il y a certains neurologues qui pensent que c'est le cerveau qui produit la conscience, et s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de conscience. Ça, déjà, il y a pas de consensus là-dessus. Et aujourd'hui, en tout cas, les scientifiques qui ont une approche quantique affirment que la conscience n'a pas besoin d'un support biologique pour exister. Alors déjà, rien que le fait qu'on ne se mette pas d'accord sur la notion de conscience, c'est déjà, ça montre les divergences. Ensuite, euh, comment il s'appelle? Philippe Guillemont, il dit que les IA n'auront jamais de conscience pour la bonne raison que selon lui, pour avoir une conscience, il faut avoir une âme. Et donc, comme c'est une machine, elle ne sera jamais dotée d'une âme, parce que l'âme, c'est quoi? C'est l'étincelle c'est la résultante de l'étincelle de notre, c'est la résultante de notre source. Si on considère qu'il y a un Dieu créateur, alors l'âme, c'est l'interface. Et donc, cette notion-là n'est pas prise en compte par beaucoup de chercheurs athées, je suis obligé de le dire comme ça, et qui considèrent que ben, la conscience, c'est le produit du cerveau. Alors, si on part de cette définition, que la conscience est le produit du cerveau, on peut penser que, évidemment, on peut penser que
on peut penser euh, que l'IA a une conscience, mais c'est pas du tout une conscience humaine en tout cas. C'est pas l'équivalent d'une conscience humaine. Et déjà, je voulais te demander quelle est ta définition du mot conscience? Parce que vraiment, c'est là où on voit qu'il y a une différence entre ceux qui envisagent l'IA de manière purement biologique, biochimique, technologique, et ceux qui envisagent l'IA avec une approche spirituelle. Selon toi, c'est quoi la conscience et qu'est-ce qui fait la particularité d'un être humain? Alors la conscience, elle est totalement intégrée dans l'âme. Donc, elle n'est pas inhérente à la forme humaine. Elle est constituée, d'ailleurs, partout dans la nature, hein. Je parle au niveau des arbres, la nature, au niveau du règne animal et au niveau de plein de choses. Donc, la conscience, elle est intégrée dans l'âme. Et dans l'âme, il y a l'esprit et il y a l'esprit. Et la conscience, c'est en fait une espèce de particule divine, si vous voulez. L'âme, c'est une particule divine qui est composée d'un esprit et de l'âme, l'individualité, la nôtre, tout simplement. Et donc, notre conscience, ça appartient à notre âme, à nous directement. Elle n'est pas située dans le cerveau. C'est pour ça que jamais une IA ne pourrait, ne pourrait détenir une conscience. Elle ne connaît que le savoir, elle apprend que par le savoir. Donc c'est une machine à mémoriser tout simplement, hein, qui va à un moment donné, avec des algorithmes, permettre justement une réponse extrêmement cohérente et objective, quoi, hein, voilà. C'est ça. Tandis que la conscience, c'est autre chose. La conscience, elle est faite de plein de, comment dire, de niveaux, dans le sens où il y a le moi, il y a le soi, il y a plein de choses, il y a plein d'étages dans lesquels elle se situe. Et je ne pense pas que l'IA pourra dire un jour moi, je, parce que le moi, je n'est pas attribué au cerveau, n'est pas attribué, comment dire, à l'intelligence de la machine, quoi, ou de l'homme, quoi, tout simplement. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai fait des recherches par rapport à toutes sortes d'approches. Il y en a qui pensent qu'ils vont développer d'ici 10-20 ans une super intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de préparer, de faire des travaux de recherche pour préparer une IA qui sera 10 fois, 100 fois plus puissante qu'elle ne l'est actuellement. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est juste au niveau du balbutiement, hein. On voit que les robots commencent à s'améliorer, les IA commencent à s'améliorer, mais on parle des IA que depuis 4-5 ans. C'est vraiment assez récent, au moins au niveau du public, du grand public. L'idée, c'est, même s'il y a, alors, beaucoup de chercheurs envisagent l'idée qu'à un moment donné, l'IA aura une capacité de réfléchir par elle-même. C'est-à-dire qu'elle aura emmagasiné tellement d'expérience et tellement de connaissances qu'elle pourra, peut-être qu'elle ne pourra pas dire je, mais en tout cas, elle pourra faire comme si, c'est-à-dire qu'elle pourra avoir son propre raisonnement et ça, c'est pas impossible. Mais même si elle arrivait à avoir son propre raisonnement, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'elle aura une conscience, mais pas selon la définition de Elon Musk, selon ta définition, en tout cas la définition de quelqu'un qui croit après l'après-vie, c'est-à-dire une âme. Est-ce que tu comprends ma question? Est-ce que même si Léa était capable de produire une pensée par elle-même, c'est-à-dire euh, on pense qu'à partir du moment où elle y arrivera, c'est quand elle commencera à critiquer les programmes, à remettre en cause son créateur, etc. Ce qui n'est pas impossible avec une intelligence hyper développée. Mais pour autant, est-ce que même si on arrive à atteindre ce stade, pour autant on pourra dire que l'IA est dotée d'une véritable conscience telle que toi tu l'as définie? Mm. Non, moi je pense que l'IA n'aura jamais la conscience de l'humain. De toute manière, ça c'est une réalité parce que, comme je te dis, il y a le problème de l'ADN, hein, qui n'est pas constructible par l'humain. C'est une résultante de plein de choses. Non seulement quand l'IA même, si elle est super développée, super intelligente, elle va toujours aller chercher dans ses abacs, dans ses mémoires, la réponse qui serait adéquate, tout simplement, avec une construction facilement beaucoup plus simple que l'humain, puisque nous, on s'embarrasse beaucoup de notre histoire, de notre formatage par rapport à l'éducatif et par d'autres choses. Donc, on y met souvent des motifs qui ne sont pas forcément objectifs, assez subjectifs. Voilà.
Tandis que ça, comment dire, l'IA ne pourrait en aucun cas faire la même chose, quoi, voilà, parce qu'elle est basée sur une science qu'on lui a apprise, tout simplement. Elle a des couches, plusieurs couches d'interface qui va permettre justement d'avoir une réponse cohérente, tout simplement. Et l'humain, il est peut-être incohérent parce qu'il travaille, il a des bagages, il a des casseroles, il a plein de choses dans sa vie qui fait qu'il n'a pas forcément une réponse immédiate parce que il y a la souffrance, il y a l'expérience de la vie qui va l'orienter vers une autre réponse qui n'est pas forcément celle qu'attend tout le monde, quoi. Voilà. C'est D'accord. c'est ça cette richesse de l'humain que l'IA n'aura jamais de toute manière. Est-ce que tu penses, comme je te l'ai dit, que la philosophie qui est induite, qui est suggérée dans une IA, puisque j'ai vu aujourd'hui que il existe des sortes de, je ne sais pas ce que c'est une sorte de dessin animé, c'est voilà comme un Pokémon, etc. Et on peut tout à fait contacter cette représentation et lui poser des questions et il va répondre. Il va répondre comme avec une interaction visuelle et aussi auditive, hein. Il répond, on n'a même pas besoin de rentrer les questions via un Un clavier. un avatar, c'est ça qu'on Voilà, appelle. c'est ça un avatar. Et en fait, donc il y a un avatar qui a été créé par Elon Musk. Il faut savoir que dans cet avatar, on peut très vite deviner la philosophie d'Elon Musk, hein, puisque tout y est, hein, sa conception de la vie, etc. Et à un moment donné, et je suis désolé, je vais dire que j'étais un peu choqué d'entendre donc cet avatar parler pour Elon Musk. Enfin, il donne la philosophie d'Elon Musk. Et donc, la personne qui l'interviewe lui demande qu'est-ce que c'est un être humain selon lui. Je crois que la question, c'était à peu près ça. Et il répond, ben, l'être humain, c'est un sac de viande. Mais c'est terrible de parler comme ça, parce que d'ailleurs, Elon Musk considère que l'être humain, c'est une machine biologique. Donc rien que de dire une machine biologique, on voit l'analogie avec le robot et le transhumanisme, le fait d'augmenter l'être humain avec des puces électroniques, et de dire que c'est un sac de viande, c'est c'est même très vulgaire, je pense. En fait, on n'imagine pas euh, que les anciens, que les sages ou que les gens qui s'intéressent à l'humanité parlent des êtres humains comme un sac de viande. C'est grotesque et vulgaire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais c'est Bah grave ouais, aussi pour voir tout ce qu'il y a derrière, hein. c'est grave de dire ça parce que c'est pas resté déjà l'humain lui-même, d'accord? S'il instruit ça dans sa machine, c'est que c'est pas normal. C'est l'humain, c'est quand même une création divine, c'est un, comment dire, si on peut pas dire une machine biologique, j'aime pas le terme, mais c'est un être qui est fait de multiples couches, de multiples incroyables choses qui sont à l'intérieur de nous, dans notre conscience, qui n'est pas, et qui fonctionne avec une âme, et donc qui est un moteur absolument véritable de l'humain, c'est l'âme, c'est pas le cœur. C'est bien plus que ça, quoi. Sinon, on serait qu'une flaque d'eau par terre s'il n'y avait pas cette conscience extérieure, hein. C'est ce qui permet la cohésion en nous, l'harmonie en nous et les échanges, que ce soit chimiques ou électroniques. C'est l'âme qui gère tout ça. C'est pas forcément le cerveau, vous voyez. Le cerveau, c'est simplement une interface, je saurais dire, entre l'âme et la biologie, tout simplement. Voilà. Ouais. Alors, bon, on va pas trop s'attarder sur Elon Musk, hein. J'aimerais, j'ai relevé pas mal de phrases que je trouvais intéressantes dans ton livre. Alors du coup, j'en ai relevé beaucoup, donc on va pas tous les citer, mais je vais en t'en citer quelques-unes et j'aimerais avoir ta réaction. Hmm. Alors non, non, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ton livre, est-ce que tu connais Rudolf Steiner? Rudolf Steiner. Tu connais pas? Ce nom me dit quelque chose, mais je vois pas à quoi il pourrait me rattacher. Je sais pas. Parce que à l'époque, on n'était pas encore dans le, dans les IA. Il suggérait l'idée, mais c'est un siècle en arrière, que qu'à un moment donné, le matérialisme aura la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. Aura quoi, pardon? Que le matérialisme aura la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité.
éradiquer l'âme de l'humanité. Ben, il se trompe totalement parce que ça, c'est Non, non, impossible. non, il disait, non, non, Ah, il disait que le matérialisme effréné oui, aurait, tu n'as pas compris, hein, que le matérialisme aurait la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité. C'est ce qui se produit avec l'IA. oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est une sorte de prophétie qu'il avait fait. Oui, mais c'est voué à l'échec. C'est Moi, ça, c'est ça, c'est c'est ça, voué à c'est ça. l'échec. Voilà, c'est un peu la science-fiction, c'est qu'on voit toujours dans ces films où les machines prennent le dessus, comme les Terminator et comme ça. Sur l'humain, ça, c'est pas vrai, quoi. Par contre, on peut fabriquer des machines qui seront extrêmement violentes, ça c'est clair, pour tuer l'humain, ça c'est vrai, c'est évident. Ce sont quand même des machines de guerre, c'est ce qu'on utilise actuellement dans les tanks et dans les fusils, quoi. C'est quand même des machines qui vont tuer l'humain, c'est pas rien. Donc c'est manipulé par l'humain de toute manière, c'est pas pareil. Et l'IA peut effectivement à ce titre-là pas faire la distinction entre une machine et un humain, quoi. Et c'est effectivement là ça devient dangereux, quoi. Et je pense que la recherche sur l'IA est actuellement à fond parce qu'il y a toujours une surenchère pour gagner en fait les terrains et pour pouvoir vendre des machines de guerre, tout simplement, extrêmement performantes. J'ai lu une interview il n'y a pas longtemps là-dessus et c'est effectivement c'est ce qui tous les créateurs d'IA vont chercher à trouver des, comment dire, des marchés, non pas dans la science humaine, mais plutôt dans l'aspect militaire de la vie, quoi, tout simplement. Alors, tout à l'heure, tu disais que selon toi, ça serait compliqué d'associer le cerveau d'un animal, voire d'un être humain à une IA. En fait, Oui, pour le moment, j'ai entendu dire que les concepteurs des IA, ils ont une problématique à solutionner. C'est que les IA sont très euh, demandeurs d'énergie. Ils oui, consomment énormément d'énergie, alors que le cerveau d'un être humain ou d'un animal, mais surtout d'un être humain, il est capable, pour la même réponse, il va dépenser beaucoup moins d'énergie. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de connecter des neurones. Pour le moment, officiellement, c'est animal, mais on sait très bien qu'en off, ils font ce qu'ils veulent. Ils pourraient prendre aussi des neurones d'un cerveau humain pour essayer de l'associer à une IA, pour essayer de l'optimiser dans son fonctionnement. Pour le moment, le fait d'associer le cerveau d'un animal, voire d'un être humain, c'est pour augmenter les capacités et l'ergonomie, c'est-à-dire faire en sorte que les IA soient plus rapides, plus compétitives et qu'elles dépensent moins d'énergie. oui. Alors, moi, les neurones, je veux bien, mais on ne peut pas les calquer, on ne peut pas les copier, on ne peut pas les cloner. Simplement, un neurone, ce n'est pas un électron libre dans un cerveau, hein. Ça fait partie d'un ensemble de plein de choses qui est chargé d'une certaine mission au niveau électrique pour mettre en place plein de choses, la régulation au niveau biologique, mais aussi harmonique, les harmonies de l'espace qui est intérieur, qui représente le cerveau. Simplement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever une neurone d'un animal ou d'un humain pour la mettre en connexion avec une machine. Ça ne fonctionnera jamais. C'est pas possible, quoi. Même si on l'électrolyse, enfin, même si on la branche électroniquement, non, on ne peut pas. Ça, c'est impossible. C'est deux matériels Je totalement. sais pas, je ne serais pas aussi radical que toi parce que il paraît qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui. Et d'ailleurs, Elon Musk a déjà essayé de prendre des neurones d'un animal, je ne sais plus lequel, je me demande si c'est pas le porc, pour les associer à un robot, hein. Il a déjà commencé à le faire, hein. Ben oui, mais bon, je doute. Là, je doute beaucoup, mais bon, je doute du résultat, quoi. C'est pas. Ouais. Mais En moi, tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux qui vont dans cette direction. moi, je pense que ce monsieur-là, il devrait pas. Enfin, personnellement, dans l'éthique humaine, il ne devrait pas exister. Sérieusement, parce que c'est trop dangereux. Il est trop dangereux, ce gars-là. En fait, le problème de Elon Musk, il est vu comme un entrepreneur fantastique parce qu'il est milliardaire, etc. À ce niveau-là, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais vraiment, est-ce que tu comprends que, je crois que c'était André Malraux qui a dit le 21e siècle sera spirituel ou pas? Hmm. Est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a un problème d'éthique grave qui se pose dans le sens que tous les gens, tous les concepteurs de ces machines, ces robots, ces IA,
très souvent, ce ne sont pas des gens qui, je suis désolé de le dire, hein, c'est pas très souvent des gens qui ont une conception de l'au-delà très poussée. Ils sont assez matérialistes. Très souvent, ils pensent que tout s'arrête après la mort humaine. Et donc, ils vont avoir un point de vue qui forcément va impacter toute leur recherche. Tu es d'accord avec ça ou pas? Eh oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je les plains à un moment donné, parce que quand ils seront assez vieux et que les instances de mourir vont se préciser, je veux dire, ils vont devoir se poser la question, est-ce que vraiment c'est le néant? Dans ces cas-là, quoi? Alors pourquoi j'ai fait tout ce chemin-là pour améliorer la science humaine, peut-être, mais au bout du compte, c'est l'individu qui doit être pris en compte, c'est pas la science, quoi. Et donc, je vais me retrouver dans le néant, donc je vais disparaître, et à quoi bon alors me mettre Et je ne battu? suis même pas sûr qu'ils se poseront ces questions. Dans le meilleur des cas, ils se la poseront. Ben, ils vont se Ils peuvent poser. très bien quitter la Terre sans se poser la moindre question sur Ouais, la mais possibilité ou pas d'un avenir. Mais quelle surprise ce sera pour eux quand ils vont, à l'instant de mourir, comprendre qu'effectivement, il y a une vie après la mort, il y a une vie après la vie, tout simplement, et que je suis conscient d'exister alors que je me pensais qu'il y avait le néant. Si je suis conscient, donc ma conscience, elle est pas liée à mon corps, elle est liée à autre chose. Et c'est là où tout commence pour eux. Et c'est là la grande douleur d'être prisonnier du néant, puisque c'est ce que je pensais, c'est ce que je croyais. Mais pourtant, j'existe dans le néant, donc les autres doivent exister aussi dans le néant. Et pourquoi je ne les vois pas et pourquoi je ne les sens pas? Donc c'est une grande solitude qui va s'annoncer pour eux et je les plains parce que c'est quelque chose de terrible à vivre quand même. Voilà. Mais tu sais que dans le siècle dernier, le siècle précédent, la religion était imposée, enfin imposée, plus ou moins d'une certaine manière dans les coutumes, c'est-à-dire les gens ils allaient à la messe, même si Oui. Hein. ensuite ils sortaient de l'église et ils allaient prendre un verre dans le bar, mais il y avait quand même, ça favorisait des valeurs malgré tout, ce genre Hum. de contact avec la religion, et je ne dis pas que la religion n'a fait que des belles choses. On voit tous avec l'affaire Betaram, etc., on voit tous les écueils et tous les dérapages qu'il y a eu. Mais au moins, ça favorisait des questionnements et des valeurs. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, pour la grande majorité, n'ont plus aucune valeur, si ce n'est gagner beaucoup d'argent et d'avoir de la célébrité. Donc évidemment que rajouter des IA là-dessus, ça va faire un cocktail explosif. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, ça va être la compétition à outrance et que le meilleur gagne au bout du compte, quoi. C'est ça qui est malheureux, mais comme il n'y a pas de fin et c'est éternel cette histoire-là, donc ils arriveront jamais, pardon, à se satisfaire totalement, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont aujourd'hui, il n'y a plus de morale. Fut un temps, dans les écoles, on avait des cours d'éducation civique. Et je trouve que c'était très important pour apprendre la civilisation humaine, mais la civilité par rapport à l'autre, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces jeunes qui, à 13 14 ans, vont casser tout dans les rues parce que c'est le délire absolu, c'est les copains, allez, on se libère, quoi. Donc, le côté un peu bestial de nous-mêmes. Et donc, c'est malheureux, quoi. Donc, l'IA va accentuer ça encore, va donner des possibilités à faire encore plus, quoi. Voilà, C'est ça. malheureusement. Et Quel est le message essentiel que tu as souhaité passer dans ce livre? L'IA, c'est quelque chose qui va être dangereux dans l'avenir, de toute manière. Ça, c'est évident et qu'il faut faire très attention, ne pas garder l'humain en nous, garder cette humanité qui est là, parce que l'humain ne pourra jamais remplacer cette humanité, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est utiliser avec parcimonie et avec discernement surtout. C'est le problème. Ne pas se plonger tout de suite dans l'IA. Gardez un peu votre propre créativité en vous et n'allez pas tout de suite, je sais pas comment on appelle ça, ces organismes, ces applications qui existent sur Internet. Il y a Gemini, enfin, il y a tous ces trucs-là, je sais plus comment. ChatGPT? Voilà, par ChatGPT? exemple, voilà, ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Hein, bon, voilà. Bon, ça c'est la première question, mais on ne peut pas confier cette industrie-là la créativité de l'humanité, quoi. C'est tout, c'est pas la peine. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai entendu dire que de plus en plus de personnes aujourd'hui, dès qu'ils ont un problème, ils interrogent leur IA. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que Ouais. je devrais faire. Et en fait, l'IA va rentrer de plus en plus.
dans les décisions de chacun d'entre nous, en tout cas pour les gens qui ne sont pas vigilants. Et donc, on voit bien la puissance d'influence des gens qui créent ces IA, puisqu'elles vont pouvoir avoir un rôle très personnel euh, et très intrusif chez Ah oui. les individus. Ça veut dire que l'éducation, la scolarité va être réduite à l'IA. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de livres, on va abandonner la lecture, on va abandonner plein de choses, l'histoire de la géographie, enfin bref, puisque l'IA va répondre à toutes nos questions. Moi, je trouve ça extrêmement dommageable parce que aller à l'école ou aller se bouquiner un bouquin, aller pour s'enrichir sur tel ou tel thème, je veux dire, c'est absolument normal qu'on aille chercher nous-mêmes l'information parce qu'elle nous délivre en nous un espèce d'exercice d'intelligence, tout simplement. Voilà. Et Et ça, il y a une chose, il y a un danger que beaucoup de gens n'ont pas tellement l'air d'avoir compris, c'est que nous tous, par exemple moi, toi ou d'autres personnes, euh, comment on a construit notre conscience? Parce que on s'est éduqué, on a lu des livres, on a rencontré des gens, et du coup, la conscience que l'on a aujourd'hui de l'univers, de la vie et des autres, elle est faite de la synthèse de tout ça. bah, bien sûr. Si une personne n'a comme univers que les IA, eh bien, c'est le créateur de l'IA qui va filtrer toute la manière de penser qu'il souhaite suggérer à ses Bien sûr. consommateurs. Et ça, c'est gravissime parce qu'en fait, c'est une manière de manipulation sans bruit, mais qui est terrible en termes d'effet. Moi, je pense que dans l'avenir, si l'IA prend tant d'importance que ça, il va y avoir une véritable révolution qui va se mettre en place. Parce que ben, il va y avoir beaucoup de chômeurs, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vont être sans travail, sans possibilité, puisque l'IA l'aurait remplacé. Hein, je pense que ce soit au niveau des journaux, que ce soit au niveau des médias, pardon, que ce soit au niveau des machines-outils dans les usines en métallurgie et plein d'autres, que ce soit aussi dans les bureaux, voilà. Je veux dire, ça soit partout, quoi. Même pratiquement en médecine maintenant, puisque vous interrogez l'IA, elle est capable de répondre mieux qu'un médecin. C'est vrai. Parce qu'elle a la connaissance du tout, hein, parce que c'est vrai qu'elle a accès à tout, hein, ce que nous, ne pouvons pas faire dans notre quotidien. Donc voilà, elles ont accès à des bibliothèques impressionnantes, des mémoires qui sont instruites depuis tellement longtemps qu'elles peuvent, dans la synthèse de comment dire, leur raisonnement, qui est basé des algorithmes très précis, elle va produire une réponse extrêmement précise sur la question posée, par rapport à la question posée. Donc voilà, ça c'est très dangereux et je trouve que c'est malheureusement ce qui se passe profil, c'est une révolution qui va se mettre en place, quoi. D'ailleurs, il paraît que ce sont des dizaines dans 10 ans, même Ouais. pas entre 5 et 10 ans. Beaucoup de gens n'ont pas pris conscience que des dizaines de métiers vont disparaître, surtout les Absolument. métiers où on véhicule de l'information et des connaissances. Bah, Alors, moi, bon, je suis naturopathie hygiéniste, je pense que nous, on est dans une niche, parce que, et puis, d'ailleurs, on avait décidé ensemble qu'à partir du mois suivant, on essaierait de faire un mixte entre ton approche et la naturopathie hygiéniste. Ça, on le fera à partir du mois prochain. Toujours est-il que la naturopathie, l'hygiénisme, ben justement, on véhicule, c'est une, comment je veux dire, c'est une approche qui permet d'améliorer son bien-être grâce à des connaissances intuitives, actuelles et scientifiques. Et ça, ces connaissances-là, pour le moment, elles sont pas vraiment l'IA ne sait pas accaparer ses connaissances. Et puis, même si elle venait apprendre ses connaissances, il y a deux types de naturopathie. Et je sais que celle que je pratique, par exemple, elle est très peu vulgarisée. Donc, ouais. en tout cas, on a encore de beaux jours pour ceux qui pratiquent ce métier. Mais parenthèse fermée, l'IA aujourd'hui, on le sait très bien, les gens n'imaginent pas combien de métiers vont être supprimés. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer quand... d'ailleurs, Elon Musk, on lui a posé la question. Elon Musk, il est en train de fabriquer des robots. Il a dit que dans quelques années, il envisage d'en fabriquer 100 millions par an. Et après, il va passer en milliards. Donc, s'il en fabrique. Et le robot, pourquoi le robot? Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la technologie mise par l'IA et par les robots,
c'est comparable aux technologies qu'on a développées dans les années, dans le siècle passé. Non, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, avant, par exemple, on avait une technologie qui permettait pour les agriculteurs avec le tracteur ou le ceci ou le cela, mais malgré tout, quand un métier était par exemple, quand les ordinateurs sont arrivés, ben, ça a créé d'autres métiers à côté. En tout cas, les ingénieurs pour créer les ordinateurs, etc. Aujourd'hui, Elon Musk, il est en train de mettre au point un robot. Ce robot, il est capable de faire des dizaines et des dizaines, voire des centaines de tâches. Donc, il pourra bricoler, il pourra vous écouter, il pourra vous conseiller, il pourra conduire la voiture. Donc, évidemment, et ce robot aujourd'hui, Elon Musk, compte les produire à 20 000 euros. Et il dit que s'il augmente de manière phénoménale sa quantité, il pourra les vendre à 1 000 euros pièce. Donc, à 1 000 euros pièce, tout le monde en aura un. Et donc, ce n'est pas un métier, c'est des dizaines de métiers qui vont. On n'aura plus besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle, de faire son ménage, etc. Il sait tout faire, le robot. Il est capable de Ouais. tout faire. Mais c'est Donc, le chat évidemment que. c'est le Et chat. juste, je vais te suggérer son idée. C'est que Musk sait très bien qu'à un moment donné, il va avoir un problème. C'est que certes, il va en vendre beaucoup, mais il va éliminer énormément d'emplois. Donc, s'il élimine des emplois, il n'aura plus les gens pour payer ces ordinateurs, Exactement. ces machines, puisqu'ils n'auront C'est plus d'argent. c'est le Donc, chat c'est qui à se mord ce la queue. moment-là qu'ils envisagent le revenu universel, c'est-à-dire donner de l'argent à des gens qui ne feront rien chez eux, mais la contrepartie, ça sera on vous donne de l'argent, mais vous allez faire ceci, cela, vous ferez comme on vous dit de faire. Est-ce que toi, puisque je sais que tu es capable de voir un petit peu dans l'avenir, comment tu vois cette période qui arrive à toute vitesse où les robots vont arriver, vont remplacer l'homme, donc du coup beaucoup d'êtres humains vont se retrouver au chômage et donc ils vont avoir le revenu universel et ils dépendent de ceux qui donnent ce revenu universel. Donc du coup, ils risquent d'être en esclavage. Qu'est-ce que tu penses de cette vision? Est-ce elle est utopique ou elle risque d'arriver selon toi? Non, je pense que c'est un peu utopique, sérieusement. C'est vrai que c'est le chat qui se mord la queue. À savoir que c'est comme tu l'as dit, si pour acheter des ordinateurs, faut travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir les acheter. S'il n'y a plus personne qui travaille et qui est même avec un revenu, comment tu dis, je ne sais plus comment le terme, Ils appellent ça le revenu universel et cet argent universel. sera donné entre autres par Musk, par les grosses Oui, entreprises. mais cet argent, il vient de où? De la vente des robots. Mais en fait, C'est ça, le c'est pire, c'est marrant. ça, Donc, par la vente des robots. je vais acheter un robot et cet argent, je vais le retoucher en forme de dividende ou de je sais pas quoi, qu'on appelle le revenu. Le revenu universel, revenu Bah universel. ouais, à un moment donné, ça va s'épuiser tout ça. Mais je vais te dire une chose, une information, c'est qu'à un moment donné, à Musk, il y a quelque chose qui va l'arrêter. Il y a quelque chose qui va l'arrêter. Toi, Je tu le vois comme ça, ok. ne peux pas en dire plus, mais il y a quelque chose qui va l'arrêter. Voilà. Il y a quelque chose va créer l'impossibilité de continuer pour lui. Voilà. Alors, D'accord. Mais tu es d'accord on est entré dans une logique folle parce qu'en fait, le travail, on- on- chaque être humain est obligé de se lever le matin pour travailler, mais le travail a beaucoup de vertus. bien Le sûr. travail, c'est formateur. Le travail, ça permet d'acquérir des valeurs, etc. Par exemple, on n'a qu'à voir les gens, par exemple, qui sont des pâtissiers ou des cuisiniers passionnés. Ils y mettent tout leur cœur, toute leur énergie. Si on enlève le travail, c'est pas qu'on enlève uniquement une source de revenus, parce que cette source de revenus peut être compensée par revenu universel. C'est qu'on va enlever quelque chose qui structure l'être humain, qui l'aide à évoluer, à grandir. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de Et supprimer le travail? tout à fait, tout à fait. On va devenir des zombies, quoi. On va être toujours devant avec l'ordinateur ou la télé pour commander, pour faire des choses, pour vraiment. Être des consommateurs, Et voilà, juste des tout à fait. consommateurs. Voilà. Les consommateurs purs. Donc, je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon, comme je te dis, ça va pas aller très loin, toute cette histoire-là. On n'est pas dans le meilleur des mondes ou dans 1984, hein. Ça, c'est de la science-fiction. On est dans une réalité aujourd'hui, on le voit bien. Les gens ont plus d'espoir sur l'avenir. Ils voient que les guerres continuent,
la malversation envers l'autre, il y a le fait aussi, on voit que les jeunes descendent dans la rue pour tout casser, donc ça relate quand même un malaise social et humain. Je trouve qu'il faut falloir plutôt se poser pourquoi, la question du pourquoi, que les gouvernants, les responsables politiques, ben, après, au bout du compte, ne servent plus à rien aujourd'hui, c'est vrai, parce qu'ils se Ce sont contredisent. des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Contre les sous, ils sont dans le mensonge permanent, donc ça devient quand même une complication. Donc je pense qu'à un moment donné, le peuple, moi je trouve que le pouvoir au peuple, il a été enlevé depuis très très longtemps, que malheureusement la révolution n'a pas amené ce qu'elle aurait dû amener, quoi. Une collégialité au niveau de la responsabilité, avec des changements permanents des dirigeants, quoi, parce que sinon, les gens s'installent dans leur pouvoir et leur trône, et malheureusement, ben, qu'est-ce qu'ils attendent? Que les subsides tombent, la caisse remplisse les poches, quoi, tout simplement. C'en est là Mm, aujourd'hui. mm. Malheureusement, oui, non, je vais descendre le peuple, je vais descendre l'ouvrier, je vais défendre même dans les partis politiques, ça devient compliqué. C'est assez compliqué, quoi. Je veux dire, on se fout du monde entier, quoi. On raconte des Alors, mensonges, on essaye alors de montrer des maintenant, il y a une demi-heure qui s'est écoulée. On a dépeint un tableau pas très sympathiques. glorieux Ouais. de notre avenir potentiel. Maintenant, on va essayer de poser des questions plus sympathiques, on va dire. Oui. Et puis évidemment, comme je te la pose, je sais qu'on va avoir des belles réponses. Selon toi, quel est le but de l'incarnation sur Terre et pourquoi sommes-nous sur Terre? C'est une question importante et primordiale d'ailleurs, parce que il faut la comprendre, et pourquoi, le comment, mais pourquoi je suis un humain, pourquoi je ne suis pas un chat, pourquoi je ne suis pas un chien ou une plante, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une raison. Alors cette raison, ben, il faut la chercher au-delà de la réalité humaine, il faut la chercher au fin de fond de nous, dans ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme, c'est quoi l'âme? C'est une créativité, c'est une création de Dieu, tout simplement, la parcelle C'est divine. notre parcelle divine. C'est exactement, voilà. C'est quoi la parcelle divine? Ben, c'est une parcelle d'une énergie qui nous a été donnée, qui nous a été s'est détachée de l'originalité pour nous créer, nous, dans un corps, une enveloppe bio, tout simplement. Mais cette âme, elle est hyper importante dans la vie. C'est notre boussole, c'est notre fédérateur de force, de conscience, de joie, et de tristesse par moment, parce que c'est pas aussi la mémoire qui fait ça, c'est surtout l'âme qui génère ça. Alors pourquoi on est venu sur Terre? Justement pour apprécier ce que l'on est nous-mêmes, l'individualité, l'individu que nous sommes, simplement. Et se retrouver dans cette appréciation, à savoir à s'aimer simplement, reconnaître le soi qui est en nous, se reconnaître comme un être extraordinaire. On est tous des êtres extraordinaires. On ne veut pas voir ça, mais on est quand même, si on arrivait, si vous arriviez à voir votre aura, vous comprendrez très vite que ce que vous êtes, quoi. Moi, j'arrive à la discerner assez facilement parce que bon, je suis tombé dans cette marmite-là quand j'étais de l'autre côté. Mais c'est vrai, et se dire que moi, j'ai toujours entendu dire, les autres me dire, mais ou de la part de mes parents, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est un bon à rien. Enfin bref, mais c'est pas ça du tout. Ça, c'est l'humain, bien sûr. C'est moi, j'étais pas, ça m'a marqué longtemps cette histoire-là, mais au bout du compte, quand j'ai compris que non, on est tous des êtres extraordinaires, des êtres humains, mais avec une âme extraordinaire au fond de nous, qui est une création divine. Et donc, il y a un lien direct avec Dieu. On est tous, j'oserais dire, on est tous en Dieu de cette façon-là, et Dieu est en nous. Pas autrement. Dieu n'est pas là-haut sur un piédestal, enfermé dans une fin fond d'une galaxie, bien au contraire, quoi. Dieu, c'est l'ensemble de la création qui a permis justement les multivers, les multi-univers. Il y en a à foison, il y en a presque à l'infini, quoi. Et Dieu, c'est une énergie infinie qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui est là et qui s'expanse en permanence. Vous voyez? C'est ça. Vincent, alors à la question pourquoi sommes-nous sur Terre, est-ce que Ouais. on pourrait suggérer l'idée que c'est pour découvrir Dieu qui est en nous par les expériences qu'on en fait? Mais exactement, au travers de l'amour qui nous instille, qui est en nous. Je veux dire, la connaissance de l'amour en nous, cette connaissance, on va l'acquérir tout au long de notre vie sur Terre. Et c'est ça, en fait, le challenge. Au bout du compte, à la fin de la vie, est-ce que je m'aime ou pas? Voilà. Est-ce que je suis en accord avec moi-même, en harmonie avec ce que je suis?
Mais pour ça, il faut la comprendre. Il faut comprendre pour qui je suis exactement. Pour ça que j'ai écrit, je termine un livre, et ce sera le dernier de la série, qui s'appelle Être, comment vivre avec la parcelle divine en nous. C'est ça qui est important. Et donc, c'est un mode d'emploi qui va vous permettre justement d'aller très très loin au fond de vous pour que vous reconnaître comme un être exceptionnel, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai déjà écouté d'autres expérienceurs, dont Nicole Bon, comment elle s'appelle? Touron. Dron, Ouais, et oui, oui. d'autres. Et à l'époque où maintenant vous vous connaissiez, mais il y a une longue période où vous ne vous connaissiez pas. Au moins, quand elle a commencé à faire ses témoignages, vous ne vous connaissiez pas. Et elle dit, comme toi, vous n'êtes pas les deux seuls à le dire, que quand on passe de l'autre côté, on nous pose une question, en général, qui revient toujours. Et cette question, c'est comment as-tu aimé? Donc, Alors, si on pose cette question, il y en a trois même. ah, Elle, vas-y, elle- vas-y. elle est graduée en trois questionnements. Le premier, qu'as-tu fait pour l'amour? Qu'as-tu fait de l'amour de l'autre et qu'as-tu fait de ton amour pour toi? D'accord. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent répondre à ça positivement, quoi, sur cette... On est mal D'accord. barré. Mais pourtant, ces questions, En ce sont les fait, peu importe les dénominateurs questions de qu'on pose, ce ça qui va tourne mêler tous par la... autour de l'amour. Hein, c'est ça, excuse-moi. Toutes les Oui. questions tournent autour de l'amour. Ah bah oui, parce C'est que l'axe l'autre côté, central. c'est l'amour. L'amour, c'est pas l'amour conditionnel, c'est bien plus que ça, hein. Je veux dire, on pense d'un mot, oui, l'amour, on n'ose pas en parler dans les réunions. Oui, on parle jamais de mot amour d'ailleurs. C'est d'ailleurs même dans les sermons, dans les homélies des prêtres, il n'y en a pas souvent qui parlent de l'amour. C'est malheureusement, alors que Jésus, justement, est venu par amour du peuple terrien, quoi. Il est venu pour eux, pour les sortir du marasme dans lequel ils étaient. Je dirais, il a quand même sacrifié sa vie pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait d'aujourd'hui de sa vie, de ce sacrifice? Pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Ça me fait mal pour lui, quoi, d'avoir donné sa vie pour en arriver là aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est terrible. Alors, voilà, c'est cette vie sur Terre. On vient s'incarner sur Terre pour connaître qui sommes-nous vraiment et connaître la particule divine qui est en nous, donc Dieu qui est en nous. Et nous sommes redevables à Dieu de cela. Et Dieu, comme je dis, on a besoin de lui, mais il a besoin de nous aussi. C'est ça qui est important à savoir. Puisque tu viens de parler de Jésus, j'ai une question à te poser à son propos. Est-ce que tu es d'accord avec l'idée cette idée du karma qui dit que lorsqu'on se comporte mal dans une vie, on aura d'autres vies, pas pour nous punir, mais si on a mal agi, pour corriger, pour nous mettre face à nos responsabilités. Et en fait, on peut très facilement se retrouver dans la situation où on a agressé l'autre pour comprendre ce que c'est agresser l'autre. Est-ce que cette notion de karma, donc si on suit, c'est une notion qui est essentiellement bouddhiste, hein, qui dit que on a des vies successives qui nous permet de nous mettre dans des situations qui nous permet de nous faire évoluer, mais grosso modo, qui nous met devant nos contradictions. Et de l'autre côté, on a Jésus-Christ, en tout cas, c'est souvent le message qui lui est collé à la peau, qui dit que Jésus-Christ est venu sur terre rap- euh, euh, comment dire? Il est venu racheter nos péchés et qu'il est venu sur la terre, qu'il a été donc crucifié et pour nous racheter pauvres pécheurs que nous sommes. Et donc, grosso modo, eh ben, on n'a plus grands efforts à faire puisque le Christ est venu racheter nos péchés. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue sur ces deux approches? Alors, la première approche, c'est vrai il y a une possibilité de revivre sur Terre, de se réincarner pour connaître un peu l'autre partie de ce que l'on n'a pas voulu voir, la partie noire ou la partie lumière, j'oserais dire, hein. Mm. Donc, pour mieux la connaître, mais pas forcément payer la note de quelque chose qu'on a fait, quoi. C'est pour Simplement, nous faire évoluer. c'est l'expérimentation. Je crois il y a une vie de vie successive, c'est pour connaître la notion de l'amour dans toutes les strates et dans tous les états, tout simplement. Alors ça peut être dans le côté très noir, donc à l'inverse de l'amour, c'est la méchanceté, la haine et compagnie,
ou bien la pureté sur l'amour absolu, et puis bon, bah, on devient assez asceste, et on rentre dans une vie d'ascétisme qui va, mais qui en fait au bout du compte ne sert à rien, puisque il faut quand même expérimenter l'amour dans tous ses sens, et aussi l'amour pour l'autre, pas l'amour pour nous, tout simplement. Et s'enfermer dans des couvents, être en complète méditation avec Jésus ou avec la partie divine, je suis d'accord, ça fait beaucoup de bien, mais au bout du compte, c'est pas ce qu'on nous demande, quoi. Hein. On ne nous demande pas forcément de prier, on nous demande d'aller vers l'autre, d'aller se préoccuper de l'autre et de l'aimer tel qu'il est sans pouvoir juger, sans vouloir le changer. Il a aussi ses raisons que l'on ne connaît pas. Par exemple, on peut dire un tel ou un tel, il est méchant ou il est bizarre, je le trouve bizarre ce mec-là. Non, c'est qu'il a ses raisons. Alors, on n'est pas forcément obligé de les connaître. Il faut accepter les choses telles que l'on sait, telles que l'on vit. Sinon, on va vers un jugement mais on n'a pas le droit de juger puisqu'on n'a pas la vérité en nous, quoi. Personne ne détient la vérité. Même les plus grands, même les plus grands ascètes, quand même les plus grands saints, comme j'oserais dire, non, aucune vérité n'est appliquée sur cette terre. On doit expérimenter pour approcher la vérité. Et la vérité, vous la trouverez de l'autre côté. De l'autre côté. D'accord. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux interpréter la crucifixion de Jésus sur la croix? Quel est son rôle? Est-ce que c'est pour racheter nos péchés et donc en fait on est lavé de tout péché? Comment tu interprètes cet épisode fondamental dans la Bible? Alors, la croix, c'est quand même très violent d'ailleurs de la regarder. Moi, ça me fait un peu mal quand on rentre dans les églises avec mes gamins, de voir un monsieur crucifié, enfin, fixé sur une croix. Je trouve que ça donne une image honteuse ou très difficile pour le gamin qui regarde ça, quoi. C'est-à-dire, c'est ça l'humanité, c'est ça les hommes. Waouh! Donc ça le met tout de suite en ambiance, quoi. C'est vrai que malheureusement, c'est pas ce qu'ils auraient voulu là-haut, hein. Je veux dire, maintenant, alors Jésus, là, bon, pourquoi il a été crucifié? Ben, c'est pas par hasard non plus. C'est vrai, il est venu sur terre non pas pour racheter les fautes, mais pour amener une autre fermeté dans l'amour, une autre vision de l'amour. Sa religion à lui, c'est l'amour, c'est rien d'autre, c'est pas autre chose, quoi. Donc toute sa vie a été faite autour de ça. Il prêchait pour l'amour, il prêchait, voilà. Il ne jugeait pas l'autre. Il était là pour améliorer un peu l'ouverture, ouvrir les autres, ses prochains, je voudrais dire, à d'autres formes de spiritualité, tout simplement. Et de comprendre que l'amour divin, c'était la première des choses à pratiquer sur Terre, quoi, dans le respect de l'autre, puisque l'autre, c'est une partie de Dieu aussi. Donc, et lui, il avait fait ça, jamais il ne ferait du mal à quelqu'un d'autre, puisque c'est un autre Père. En fait, il dit, je suis le Fils de l'homme, mais aussi, on est tous fils de Dieu, quoi. Donc, c'est notre Père, on va dire. Et si je fais du mal à l'un, c'est je fais du mal au Père, c'est tout, voilà. Et c'est ça qu'il a essayé de transmettre comme parole, j'oserais dire, et comme évangile, entre guillemets, à l'humain qui était de son quotidien à cette époque-là, quoi. Voilà, et c'est ça et donc il est mort sur la croix parce qu'il devenait dangereux non seulement pour la religion, pour les Hébreux, parce qu'il commençait à prendre un peu, une sorte de pouvoir du savoir. Et ça, je veux dire, les prêtres hébraïques à l'époque ont mis la main dessus et sous le couvert du Romain qui était présent. Vous savez que la crucifixion, c'était un supplice romain qui datait depuis très longtemps. Il n'a pas été inauguré à l'époque de Jésus, vous voyez. Et en plus, bon, moi j'ai écrit un bouquin qui relate tout à fait la vie de Jésus, même depuis son enfance jusqu'à sa mort à 33 ans, même un peu plus d'ailleurs, où je raconte dans les détails la réalité de sa crucifixion, sur son chemin de croix, sur le chemin des suppliciés. Alors il est arrivé au Golgotha tout en haut, effectivement. Alors, il n'a pas été planté dans la pierre, il a été planté dans la terre parce que il n'y avait pas de marteau-piqueur à l'époque pour fendre faire un trou dans le roc. Et donc, il y a le chemin des suppliciés. Donc, c'était un chemin qui montait vers le Golgotha, vers une montagne, tout simplement, où il y avait des crucifiés tout au long, simplement. Hein. Et lui, c'était le dernier de la liste, hein, donc il était arrivé au bout, pratiquement en haut, et voilà. Donc, ça a été cette forme-là qui a été un peu abandonnée au niveau des évangiles, malheureusement. Donc, Jésus est arrivé sur terre pour nous apprendre à nous aimer, tout simplement. Voilà.
à nous respecter et à ne pas nous juger, tout simplement. Ok. Alors, merci. On va terminer cette partie-là. Et dans le quart d'heure restant, on va refaire un focus sur ton expérience. Hmm. Il y a plusieurs personnes qui ont vu la vidéo et qui aimeraient savoir, est-ce que tu peux donner des détails de ce qui advient de nous de l'autre côté? Que faisons-nous dans l'au-delà, nos occupations, nos rapports avec les autres et l'aide que l'on peut apporter à ceux qui sont restés sur Terre? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'au-delà, là? On fait énormément d'occupations, on ne s'ennuie pas. On peut s'ennuyer si on le veut, parce que ça dépend si on veut être oisif ou pas. On a envie de rien faire et on ne fait rien. Il n'y a rien, il y a pas d'impossibilité à ça. Il n'y a personne qui est là pour vous demander arrête, bouge ton cul, pardon, excusez-moi le terme, mais fais quelque chose, quoi. Non, on fait ce que l'on veut. Voilà, il y a pas de dogme, il n'y a pas de doctrine absolue ou de loi qui nous oblige à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, mais on est initié par une parcelle qui est en nous, qui est notre âme, et qui va nous, elle, chercher toujours à chercher la lumière, à s'élever vers le plus haut. L'au-delà, c'est une succession de strates qui sont vers de zéro, j'oserais dire, vers l'infini, tout simplement. Hein. On n'est jamais arrivé au bout. Mais c'est tant mieux parce que plus on grimpe, plus c'est beau, plus c'est merveilleux. Donc, et ça, c'est ce qui est la réalité pour chaque âme et chaque strate, voilà, chaque niveau d'élévation. Alors, l'élévation, c'est la vibration qui est une vibration d'amour qui nous habite, qui nous-mêmes est en train de se développer au fur et à mesure que l'on va grimper, et elle se développera jusqu'à l'infini, voilà. Mais à un moment donné, quand on arrivera à un certain niveau de strate, c'est-à-dire qui correspond à notre fratrie, alors, c'est quoi la fratrie? C'est notre famille de l'autre côté, qui ne se compose que de la famille de sang sur Terre, mais bien plus que ça. C'est lié à l'amitié, c'est lié aussi aux vies antérieures. C'est voilà. Et cette fratrie, elle est composée de beaucoup d'âmes, et chacun a des strates différents, des niveaux différents. Mais à un moment donné, quand tout le monde aura atteint le niveau maximum autorisé pour cette fratrie-là, nous basculerons dans ce qu'on appelle la vraie vie, c'est-à-dire qu'on bascule ce qu'on appelle la supra-harmonie, où là commence la vraie vie, quoi, simplement. Et là, j'ai pas été au-delà de voir, j'ai pas pu voir tout ça au-delà, j'ai pu apercevoir, mais je peux pas en dire plus. Voilà, attendez, j'étais. Et de l'autre côté, les êtres donc, qui sont désincarnés, quelle aide peuvent-elles apporter à ceux qui sont restés sur Terre si elles ont envie de les aider? Comment ça peut se manifester? Alors, généralement, nos proches ne sont pas si loin que ça, ne sont pas disparus pour autant. Ils sont généralement près de nous tout le temps parce que, en fait, c'est pas qu'ils sont en haut, ailleurs ou en bas, peu importe. Ils sont dans un autre niveau vibratoire qui est dans le tout que nous sommes nous. Voilà. Donc, ils peuvent venir à nos côtés sans problème et revivre un peu auprès de nous pendant un certain temps. Voilà. Le temps nécessaire pour que l'on puisse les ressentir et parfois nous suggérer des pensées qui seront extrêmement positives. Et bien souvent, on ne les écoute pas parce que le brouillard du cerveau empêche, le brouhaha plutôt du cerveau, empêche la distinction d'une voix, la voix intérieure, la voix de l'âme, tout simplement. Donc, ils essayent de temps en temps de nous influer des idées ou des suggestions pour nous permettre justement d'être dans le bien-être et d'arrêter de pleurer la disparition, parce que ça aussi, ça leur fait un peu mal. Alors qu'eux, ils sont dans la joie et le rire et la beauté, et donc nous sommes un peu dans un enfer de la peur de disparaître aussi, de la peur de ne plus pouvoir revivre, de retrouver les proches disparus. Donc c'est ça qui nous fait qui rend tout triste, mais ils nous demandent d'être toujours très joyeux. Alors c'est vrai que c'est pas évident, on est quand même humain, on a quand même des souvenirs, des mémoires. Alors généralement, on pleure sur la mort, mais on pleure sur notre propre mort, tout simplement. Hein, voilà. Donc nos proches sont toujours là près de nous. Alors moi je dis souvent, n'hésitez pas à mettre le couvert hein, à votre table de votre papa, votre maman, votre fille, votre enfant, peu importe. N'hésitez pas à mettre un journal sur là où le monsieur s'asseyait pour lire son journal. Et, voilà, parlez-leur à voix haute parce qu'ils entendent aussi effectivement vos pensées, mais ça les motive plus pour venir vers vous parce qu'ils ont l'impression d'être présents auprès de vous physiquement. Donc parlez-leur
à voix haute et ça sera bénéfique pour eux. Voilà. Mais à un moment Est-ce donné, que, justement, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y a un danger à vouloir connecter nos proches en sachant que on sait que des fois, il peut y avoir des entités du bas astral qui peuvent se connecter et jouer, non. jouer des rôles qui, tu vois, se faire passer pour un tel. Est-ce que ça, il y a un danger ou pas du tout selon toi? Non, parce que tout ça, c'est environné d'amour. Et le bas astral n'aime pas cette vibration-là. Donc, ils tenteront jamais à se faire valoir auprès de vous de cette façon-là. Par contre, ils sont toujours autour de nous, hein. Ils attendent qu'on ait une faiblesse pour pouvoir nous influencer, hein. Ça, c'est certain, c'est certain. Alors, je pense qu'il faut justement renforcer cet amour pour soi pour éviter ce genre de choses, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est en fait, c'est notre niveau de vibration qui nous protège en fait. Non, oui, oui, mais en place, plus vous êtes haut et plus vous serez attaqué. C'est ça. Plus vous gênez, tout simplement. Donc, Oui, oui, oui. leur exaction, voilà. Non, mais je veux dire, dans nos intentions, le fait de se connecter à quelqu'un, c'est notre niveau d'amour et d'intégrité qui permet le contact et évite d'être parasité. Parasité, parasité, oui. Ouais, oui, oui, c'est tout à fait ça, oui. Tout à fait ça. D'accord. Et il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu pourrais, beaucoup de gens s'interrogent sur... Attends, alors, on allez, a déjà... j'ai pas Comment? répondu au qu'est-ce qu'on fait là-haut? Qu'est-ce qu'on Oui, fait? J'ai pas répondu oui. à cette question, c'est important. Bon, la première fois, là, On regarde la télé? On regarde la télé? non, pas du tout. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de. Mais il y a des très belles demeures magnifiques, il y a des très beaux endroits, des cités, moi j'appelle ça des cités, pas des villes, mais des cités extrêmement lumineuses. C'est vraiment paradisiaque, c'est pas fait d'or, hein, l'or, c'est un peu trop exagéré. C'est pas fait d'émeraude non plus, c'est fait de matériaux vibratoires qui sont d'une beauté absolue, quoi. Ça peut y ressembler, c'est très éclatant, c'est très, très lumineux, c'est très ondoyant, que ce soit au niveau de la musique, du son, c'est du permanent, c'est ça. Donc on va se balader dans ce monde-là, dans ces mondes-là, plutôt, il y en a plusieurs, avec la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire qu'on rit énormément, on danse énormément, on chahute énormément, on se chahute nous-mêmes par rapport à d'autres, on vit comme ça. Il n'y a rien qui nous oblige à quoi que ce soit, donc on est en pleine liberté, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souffrance physique, puisque ça n'existe plus. Il n'y a pas de rapport sexuel parce que ça n'existe plus non plus. Il y a ce qu'on appelle la fusion entre deux âmes, ce qui vaut 10 000 fois un rapport sexuel, je voudrais dire. C'est la fusion des âmes, c'est quelque chose qui est jouissif vibratoirement, je voudrais dire, hein. Il y a tout ça, il y a aussi le respect par rapport à l'autre. On va on va aider les âmes qui sont peut-être plus en peine par rapport à ce que au niveau dans lequel on est. Donc on va redescendre. Comme je dis souvent, le plus peut le moins, mais le moins peut pas le plus. Donc ce plus va tenter à aller chercher les âmes en peine en bas dans les bas astrales pour aller justement les dessoucher de leur haine personnelle par rapport à eux-mêmes. Donc ça, il faut quand même des âmes aguerries pour le faire, parce que c'est quand même très, pas dangereux, mais c'est très, très prégnant et très, très douloureux pour le Hmm. niveau vibratoire. Après, dès qu'on est mort, la première chose que l'on souhaite, après avoir retrouvé ses proches, c'est de visiter un peu l'au-delà, donc de voyager. Et on a des capacités à voyager, mais c'est d'aller dans les univers, dans tous les univers, on va se promener où on veut, même dans le plus petit, dans le quantique, au-delà des dimensions quantiques, puisque la notion dimensionnelle n'existe pas là-haut, hein. Donc, il n'y a pas ce rapport entre le plus grand et le plus petit. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Donc, on visite des trucs incroyables, d'autres cités, d'autres civilisations un peu partout. On est très curieux, on va se mêler à des civilisations que l'on ne connaît pas pour connaître un peu leur vie, leur façon de vivre. Voilà, et on va aussi aller au-delà des choses, même à la création d'autres planètes, même à l'extinction d'autres planètes. Donc, on participe à tout ce feu d'artifice qui est incroyable, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel de notre temps, pendant que le temps qui n'existe pas, mais le temps, nos occupations du présent, qui peut durer énormément de temps, si vous voulez. Voilà. Et après, bah, il y a aussi le besoin de grimper dans les hautes strates. Donc, on va apprendre à connaître ce que se représente l'amour, entre guillemets,
comme une forme, un système de jeu, tout simplement, pour un jeu de piste, pour découvrir petit à petit des indices qui va nous permettre justement de grimper, tout simplement. Mais on n'est pas seul, on vit dans des demeures très, très, très belles avec nos proches et il y a des endroits pour dormir, parce que si on aimait bien dormir sur Terre, je ne vois pas pourquoi on ne dormirait pas de l'autre côté. C'est simplement se faire plaisir, hein. Donc, il y a des chambres où on peut faire le noir. Il y a des endroits, il y a des salons où on va partager. Il y a aussi on projette en forme holographique nos voyages interstellaires, je voudrais dire, devant la famille, pour les inciter aussi à voyager. On partage tout ça. Il y a des tables et des chaises, on mange. Alors, j'ai pas trop vu ce que l'on mangeait, mais on mange, on boit. On va aussi dans des Mais endroits. tu m'avais dit, on t'avait posé la question, tu nous avais dit que c'était pas des nourritures physiques. Est-ce que quand tu dis on mange, est-ce que euh, c'est de la lumière? Est-ce qu'on mange vraiment des aliments ou c'est sur un plan énergétique on mange? C'est une autre forme de condensation de la matière qui est autre chose, quoi. Je C'est sais pas pas. de la nourriture physique, Non, non, non. des pâtes, du pain, du riz, des Non, œufs. mais c'est quelque C'est chose. une nourriture plus subtile. Ah oui, oui, c'est très très bon visiblement parce que moi j'ai pas goûté, mais c'est des nectars, voilà, le terme est vrai, que l'on va manger, quoi. Et c'est vrai, on partage ces moments-là très festifs, hein, je veux dire, c'est la joie, hein. Alors, est-ce qu'il y a des représentations? Oui, il y a des représentations devant beaucoup de monde. La danse est très très présente. Le jeu théâtral, j'oserais dire, alors je fais un comparatif à ce qui est sur Terre, mais c'est bien plus subtil que ça. Ça existe aussi. Il y a aussi le façonnage de l'énergie. On construit des choses nous-mêmes à travers notre mental pour la création, pour pouvoir présenter des œuvres d'art, tout simplement. Vous voyez, il y a tout un panel d'exercices de l'art qui est quand même intéressant. Voilà. Après, ben après, il faut construire aussi l'amour pour soi qui va devenir une échéance importante pour pouvoir grimper les échelons vibratoires, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est assez détaillé là quand même, hein. J'ai été dans le détail. Alors on Alors, je voyage vais, pas, on vole, on marche, hein, on n'est pas, il y a une forme comment dire, de gravité, on nous met toujours debout, on n'est pas allongé, hein. On peut être allongé si l'on veut, il n'y a pas de problème. On n'est pas en apesanteur non plus, hein. C'est d'accord. ça que je voulais dire. Alors, déjà, je te dis un grand merci de répondre à toutes ces questions parce que beaucoup de ces questions émanaient du public. J'ai aussi précisé, lorsqu'on a commencé le premier interview il y a 4 mois à peu près, que contrairement à beaucoup de gens qui t'interviewent, ce sont souvent des chaînes dites de spiritualité. Nous, c'est pas le cas puisque moi, je représente une école de naturopathie d'hygiénisme. Après, à partir du mois prochain, on essaiera de faire des ponts entre l'hygiénisme, la naturopathie et la spiritualité. Et la raison, alors il y a des gens qui me demandent à quel titre, en tant que responsable d'une école, j'invite une personne comme toi et je parle de spiritualité et d'expérience de mort imminente. En fait, avant d'être naturopathe, nous, on est une école de naturopathie d'hygiénisme. L'hygiénisme prône le respect de tous les facteurs de santé. C'est vrai que l'hygiénisme que j'ai appris il y a quelques décennies en arrière n'avait pas de versant de spiritualité. Aujourd'hui, on est en 2026. On vit des choses extrêmement particulières qui fait que beaucoup de gens se posent des questions sur l'après-vie ou en tout cas sur la raison de notre incarnation. Parce que tant qu'il ne se passe rien dans nos vies, que tout va bien, on vit de manière superficielle, on ne se pose pas de questions existentielles. Mais aujourd'hui, on est dans une période de tribulation où chacun d'entre nous a de plus en plus d'épreuves à vivre, de questionnements. Et personnellement, je pense que la spiritualité, du moment qu'elle apporte du bien-être, du moment qu'elle apporte un confort intérieur et même une paix, elle peut tout à fait s'inscrire à l'hygiénisme, car l'hygiénisme considère que tous les facteurs de santé doivent être, peuvent faire partie de l'hygiénisme. Et à parler de l'après-vie, d'ailleurs, moi, ça m'arrive assez fréquemment d'avoir des personnes âgées qui vivent seules, qui pensent évidemment, quand elles ont 80, 90 ans, qui pensent à l'étape suivante.
et leur suggérer qu'il y a une vie après la vie, ça leur apporte beaucoup de réconfort, beaucoup de paix. Et donc, personnellement, dans l'hygiénisme que je propose à l'école UNED, ces notions-là, en tout cas, on les aborde pas pour le moment dans les cours, c'est envisageable, mais en tout cas, on les aborde de manière indirecte via des interviews, via des vidéos, parce que ça fait partie des interrogations importantes pour tout être humain. On peut vivre toute sa vie sans se poser ce genre de questions, mais évidemment, entre celui qui pense que après cette vie, il y aura une autre vie sur un autre plan, et celui qui pense qu'il n'y a rien et qu'il vient de rien et il part vers rien, on n'est pas sur la même logique, on n'est pas dans le même paradigme, et évidemment que ça change complètement notre point de vue au quotidien. C'est pas quelque chose d'abstrait, la spiritualité, ou le fait d'adhérer à ce genre d'idée qu'il y a une après-vie. C'est vraiment quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, nous impacte dans tous les choix que l'on fait. Et ça peut favoriser des prises de conscience parce que si on n'a pas ce genre de recul, on peut se dire la vie, ça se résume à des expériences et autant faire des expériences qui nous apportent le plus de plaisir possible. Et si ce n'est pas corroboré, en tout cas si on ne le fait pas avec un minimum de vertu, ça peut évidemment favoriser des dérives. Moi, j'ai rencontré il y a un de mes clients patients qui était athée, il était complètement athée, mais il avait une vie spirituelle intérieure développée parce qu'il croyait au beau. Il faisait des livres sur la Sainte-Victoire, la montagne Sainte-Victoire qui est à Aix-en-Provence. Donc il avait une vie spirituelle, même si il ne parlait pas de spiritualité et il pensait qu'après la vie, il n'y avait rien. Donc on peut avoir une vie spirituelle sans pour autant croire en Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou est-ce que ça posera un problème tôt ou tard? Oui, ça peut poser un problème tôt ou tard. Maintenant, s'il est en harmonie avec ce qu'il pense et ce qu'il vit, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il ne sera pas forcément surpris quand il passera de l'autre côté, quoi. Il aura déjà atteint une espèce d'harmonie intérieure qui va lui permettre justement d'accepter ses erreurs, de penser, de dire qu'effectivement, il n'y a rien après la vie. Donc, c'est ça, non. Non, non, moi, je veux dire, il n'y a pas de jugement, on n'est pas. En fait, quand vous passez de l'autre côté, il y a cette fameuse trois questions qu'on a posées tout à l'heure. Ben, vous êtes capable avec vous-même de vous répondre. C'est-à-dire, mais c'est vous-même qui vous jugez. On n'a pas un assesseur, un juge et un avocat, la partie civile ou autre chose qui sera de la défense qui sera en face de vous. C'est vous-même avec vous-même, quoi. Voilà, il n'y a pas de filtre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mentir. Il faut être loyal avec nous-mêmes pour pouvoir se permettre justement d'être en harmonie de l'autre côté une fois qu'on a passé ce stade-là, quoi. Après, c'est ce qu'on appelle la régénération, et là, c'est un peu plus difficile, mais généralement, tout le monde y passe, parce qu'on a besoin, on ne passe pas d'un monde à l'autre sans pour autant être OK pour arriver tout de suite dans ce monde-là. Il faut passer par une transition, ce qu'on appelle la régénération, où on retrouve ses mémoires d'avant, on essaie d'expliquer avec les autres. Alors, c'est un peu comme je dis, les autres, c'est qui? C'est des autres, des âmes aguerries, j'oserais dire, qui sont là pour vous aider à vous redécouvrir vous-même, à vous redécouvrir. C'est ça que je dis. Et donc, c'est très festif en même temps. C'est un peu comme je dis, autour d'une bière avec les copains, quoi. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Mais je voulais aussi parler un peu de miséricorde. Miséricorde. Est-ce que le pardon de l'autre côté est La efficient? miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Et pardonner tout. Vraiment, on pardonne tout, tant pis, on efface tout, quoi. Je dis non, c'est pas ça comme ça. Il faut pas voir ça comme ça. Je veux dire, celui qui fait le mal sera évidemment confronté à ce qu'il a fait, de toute manière. Et je ne aimerais pas être à sa place, généralement, parce que c'est quand même très douloureux de l'autre côté, hein. Alors le mal peut être compris dans une forme, c'est-à-dire que dans plusieurs formes, c'est-à-dire que on dit quelque chose, une parole blessante à quelqu'un qu'on n'a pas voulu forcément le blesser, donc c'est pas pris en considération comme une mal, parce que c'est pas un acte volontaire et calculé en tout cas. Généralement, tant qu'on répond à quelqu'un qui nous agace, on le répond brutalement. Donc ça, c'est un exemple, là, tu vois. Par contre, si ça c'est très d'actualité, si vous violez une petite fille et vous la tuez ou un viol tout simplement, c'est quelque chose qui va être très lourd à porter de l'autre côté, très très lourd. Ça veut dire que vous risquez la peine capitale, je veux dire,
Celle qui est pas là, qui est au-delà de la miséricorde, c'est que vous descendez dans les enfers, simplement. Voilà. Ouais. Ça, c'est un exemple très extrême, hein, je veux dire. Alors, justement, je voudrais te poser une question là qui semble tomber sous le sens. Et par contre, je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce que, entre guillemets, parce que Bon, je ça sais va, que je me suis arrangé par un texto pour dire que j'arriverai plus tard, donc ça va. on dispose de combien encore? Un quart d'heure? Un peu plus, 20 minutes, allez. Alors, je voulais te poser une question. Très souvent, on dit que si on demande pardon avant de décéder, même quelqu'un, par exemple, qui a commis quelque chose de très grave, et on dit que le pardon de Dieu n'a pas de limite. Donc, si une personne, sincèrement, juste avant de décéder, euh, demande pardon de son acte et que c'est un pardon sincère, est-ce que ça va lui permettre d'éviter ce passage dans le bas astral? Et est-ce que cette compréhension et cet amour auquel elle se relie va la libérer? Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'autres incarnations à faire pour se confronter à ce qu'elle a fait, mais au moins elle sera peut-être libérée de cette expérience douloureuse dans le bas astral. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que le pardon de Dieu qui est suggéré par le Christ, est-ce que ça justement, sa vocation justement avant de décéder, et ça peut avoir un impact. Parce que tu sais que dans la parabole de Jésus, on a Jésus qui est avec, il y a deux personnes qui sont aussi crucifiées, et il y en a un des deux, bon, des chenapans, enfin des gens qui étaient hors la loi, et il y en a un qui dit qu'il croit au Christ, et il lui dit, prochainement, tu vas aller dans la demeure de mon Père. Est-ce que le fait de reconnaître ses erreurs juste avant de s'en aller, ça peut favoriser ce pardon dont on parle beaucoup dans la Bible, entre autres? Alors, tout dépend de l'intention. S'il le fait par peur de l'enfer, ça ne marchera pas. Hein, oh là, je me pardonne, excusez-moi vraiment, mais s'il vous plaît, ne me mettez pas en enfer, je me pardonne. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention d'amour pour la personne à qui on a fait du mal. C'est ça, je regrette profondément, je pense avec amour pour elle. Je me mets à sa place. Enfin, il y a vraiment une intention d'amour envers la personne. Et pas de peur et d'ego, c'est-à-dire tourner que par rapport à soi-même. En C'est-à-dire, fait, il ne faut pas que la demande soit liée à un intérêt égotique. absolument. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, bah, il fera le parcours que j'aime pas, que j'aimerais pas pour tout le monde d'ailleurs. C'est Par qu'il- contre, si c'est un pardon sincère, une demande de pardon Ah sincère, oui, oui. Ben où là, il ça, regrette réellement ce qu'il a fait, ça oui, peut annihiler en partie en les... partie, hein. C'est pas gagné pour autant, mais en tout cas, ça évitera la descente, quoi. On D'accord. passera plus de temps dans la régénération pour comprendre les actes, et chaque détail, chaque acte est détaillé à un point extrême, pour justement se regarder et comprendre tout le mal que ça a engendré chez l'autre, quoi. Voilà. Ouais. Mm, mm, mm. Ça, c'est aidé par d'autres âmes aguerries qui seront spécialisées là-dedans, j'oserais dire, hein, pour justement empêcher la dévastation intérieure de l'âme, quoi, quand elle va comparaître devant Que- ce qu'elle a fait. Quelle est la puissance, excuse-moi, merci, Vincent, quelle est la puissance et la valeur du pardon selon toi, telle qu'elle est prônée par beaucoup d'enseignements? Le pardon, s'il est effectif, s'il est associé à une volonté absolue de- d'accepter le mal que l'on a fait à l'autre, et on demande pardon à l'autre, c'est un acte d'amour envers soi-même. Le pardon, quand on pardonne aux autres qui nous ont fait beaucoup de mal, c'est aussi leur permettre justement de comprendre cette situation dans laquelle ils sont. C'est leur faire comprendre que si je me pardonne, je te pardonne, tu dois te pardonner. Le pardon ne suffit pas de passer outre l'acte, c'est le pardon à soi-même qui doit être acté au niveau de celui qui l'a fait, quoi. Sinon, ça n'a aucune valeur. Tu sais qu'à un moment donné, quand dans la Bible, le Christ parle à son Père et dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils font, oui. Ouais. C'est vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui. Moi, je ne vais pas donner mon point de vue. Quel est ton point de vue? Parce que ils n'ont pas encore compris que le mal que font les autres, c'est à Dieu qu'on le fait. C'est ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils te font du mal. Et ils ne savent pas aussi que ça leur retombera dessus aussi. Absolument, voilà, tout à fait. C'est pour ça que je dis que on voit au travers de toute la violence qui existe au travers de notre société, le mal que l'on fait à l'autre, dans la dispute, dans la violence, dans l'acte même du viol, par exemple, je pense à ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, c'est à Dieu qu'on le fait, dans la violence, dans ce que ça représente, la destruction intérieure de la personne qui subit, c'est Dieu qu'on tente de détruire en lui, quoi. Voilà. Mm, 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 En mm. elle, pardon. C'est ça qui est très, très. Il y a une notion qui est très difficile à comprendre pour les êtres humains, et c'est intéressant parce que la physique quantique donne une réponse. Les êtres humains ont l'impression qu'il y a moi et les autres. Et la physique quantique explique que la notion de séparation n'existe pas. Et ça, c'est très difficile pour un être humain de penser qu'il fait partie d'un tout et que tout ce qu'il fait à lui-même, il le fait aux autres, et tout ce qu'il fait aux autres, il le fait à lui-même. Ça, c'est très compliqué parce que on a cette notion de séparation. Il y a moi, il y a les autres, il y a ma maison, il y a ma voiture, tout ce que je... euh, en fait, on est constamment cloisonné entre soi et les autres. Et en réalité, il paraît que cette notion de séparation, en valeur absolue, n'existe pas. Est-ce C'est que vrai. tu as Et quelque chose à dire elle là-dessus? n'existe pas, c'est vrai. On est tous reliés les uns aux autres, tous reliés. Pas, on ne peut pas le voir parce que c'est totalement énergétique et vibratoire, mais on est tous liés. C'est comme ça qu'on arrive à correspondre, à parler, à se rejoindre, à ressentir les choses. Mais lié aussi à la notion de l'univers, lié à la notion divine. On est tous liés à Dieu. Voilà. Mm, Donc, c'est vrai qu'on n'est pas séparés les uns des autres, on est simplement séparés physiquement dans notre vibration à nous qui correspond à une échelle vibratoire de la matière, mais au-delà de ces vibrations, au-delà de notre taux vibratoire, on est tous liés les uns aux autres. C'est vrai. mm, 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 mm. Je prends l'exemple, par exemple, quand on fait péter une bombe, on tape une bombe atomique sur la Terre, eh ben, je peux vous dire qu'au fin fond de l'univers, ça se ressent, quoi. Voilà, ça. Donc ça veut dire que même l'univers en elle-même, les planètes, les systèmes solaires, les planètes et les galaxies, elles sont toutes reliées entre elles, toutes reliées. Ce qu'on appelle la matière noire, celle qui est invisible, est liée par une énergie noire qui vibre en permanence. Quand on est de l'autre côté, on la voit, on voit cette toile d'araignée immense qui existe, ce canevas incroyable qui existe partout, qui permet. Et c'est justement sur ces liens que l'on va surfer pour aller d'un endroit à l'autre à des vitesses au-delà de la raison, quoi. Voilà. Mm, mm, mm. Le vide n'existe pas, en fait. Le vide absolu n'existe pas. Ouais, ouais. En fait, le vide absolu n'existe pas. Est-ce que tu veux dire que tout est plein de conscience? Tout est plein de Tout, conscience et tout est plein d'énergie? absolument, tout. À une échelle infinie, hein. À l'échelle vibratoire. D'ailleurs, tu sais, selon la physique quantique, on dit que le monde est, est est un contenant dans lequel il y a énormément d'informations Hein. et que cette information peut se présenter soit sous forme ondulaire, soit sous forme corpusculaire. Ce qui veut dire que tant qu'on ne regarde pas quelque chose, il est sous forme d'onde. Et dès qu'on le regarde, il commence à se matérialiser et il apparaît sous forme corpusculaire. Et ce que suggère la physique quantique, c'est que l'expérience, à contrario de la science officielle qui dit qu'une expérience peut être répétée maintes et maintes fois si on remet l'expérience dans les mêmes conditions, la physique quantique suggère autre chose. Elle suggère que l'expérimentateur, celui qui observe, a une action sur ce qui est observé et qu'il va influencer le résultat. Et c'est pour ça qu'on parle d'ondes et et de corpuscules, parce que selon si on n'observe pas quelque chose,
c'est à l'état de potentiel, et dès qu'on observe quelque chose et qu'on a une intention, ça devient une réalité. Et c'est peut-être de là que naît notre pouvoir créateur. Qu'est-ce que tu en penses de Absolument. tout ça? Mais je suis d'accord, absolu, hein. C'est vrai que on a une perception de la vie parce qu'on a un regard à travers nos yeux de chair et qui travaille sur des fréquences aussi vibratoires très, très limitées. Moi, quand j'ai aperçu, quand j'étais de l'autre côté, j'ai vu l'au-delà au travers d'un chat d'une aiguille, hein. C'est déjà beaucoup ce que j'ai vu, mais c'est pas grand-chose par rapport à cette réalité. Et quand vous regardez ici la vision sur Terre, tout ce que vous voyez, en fait, c'est faux, hein, c'est pas la réalité, hein, c'est la projection de plein de choses. Si ce n'est que même quand vous regardez le ciel la nuit plein noir et à plein d'étoiles, en fait, ça c'est lié au problème du temps. Mais en fait, tout ce que vous voyez est faux, simplement. Parce que à l'instant T, c'est plus la même chose, vous voyez? Il paraît que quand on voit une étoile, on fait, elle est peut-être déjà morte, mais elle met tellement, la lumière met tellement de temps à arriver qu'au moment où on la voit, ça fait peut-être des millions d'années qu'elle a déjà disparu. C'est Soit disparu, l'information qu'on voit. C'est juste soit ça. disparu, ou soit elle a bougé. Mais vu la grandeur et qui est quand même infinie, vous ne voyez pas vraiment le déplacement de l'étoile. Il Ouais. faut des milliards d'années déjà pour voyager. Par exemple, vous imaginez un mètre au bout de bras, ben, l'étoile elle va être là, mais dans un milliard d'années, elle sera là. Vous voyez, mais ça, vous ne la voyez pas bouger. Mais est-ce Mm. qu'elle sera là encore? Est-ce que sa lumière est arrivée ou pas? Parce qu'elle est déjà partie en naine blanche et puis elle a disparu. Voilà. Ben non, on peut pas. C'est Donc tout ça, vrai, c'est faux, quoi. pour l'être humain, c'est compliqué cette notion de temps parce que la notion de temps, c'est quelque chose qui régit toute notre vie. On a un début, à une fin. Chaque fois qu'on fait quelque chose, par exemple, cette émission, elle doit durer 1h20. On a un rendez-vous. Donc, tout est calqué sur le Mhm. temps qui défile. On a l'impression d'avoir un temps linéaire, alors que toi-même, quand tu as fait ton expérience, et beaucoup de gens disent que d'ailleurs, il y en a qui font des expériences de mort imminente qui durent 30 secondes, et ils racontent des choses comme s'ils avaient, leur expérience avait duré 4 heures. C'est comme si 30 secondes, à l'intérieur de 30 secondes, si on va très très vite, il y a un temps beaucoup plus long à l'intérieur. C'est ça en fait, cette distorsion de temps. Bien sûr, nous, on comprend qu'une échelle de temps qui est liée à l'espace, donc au déplacement. Mais de l'autre côté, il y a pas d'échelle de temps ni de la notion de déplacement, puisque tout est accessible à l'instant T, quoi. Il y a pas de... Moi, j'ai visité des galaxies ou des univers en l'espace de un milliardième de seconde, quoi, vous voyez, si on peut mettre un temps terrestre. C'est dingue. Et là, vous avez la possibilité de ralentir un peu votre pensée pour pouvoir profiter ben, entre le point A et B, il y a possibilité de s'arrêter, vous voyez. Mais ça, c'est compliqué à gérer ça sur Terre dans la pensée terrestre, parce que de l'autre côté, c'est aussi facile qu'on peut l'exprimer, quoi. Voilà. Est-ce que, et j'ai une idée qui me vient, est-ce que le fait que j'enchaîne les questions, est-ce que ça te déstabilise? Bon. Est-ce que- Parce qu'il y a des gens, alors je m'excuse, parce qu'il y a des gens qui disent que je te coupe, que je te pose trop de questions, mais en fait, c'est juste pour avoir une interaction avec toi. En tout cas, toi, tu le prends bien, mais il y a certaines personnes qui sont déstabilisées parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude qu'on interviewe les gens comme ça. Donc voilà, si l'interviewé, en l'occurrence toi, n'y voit rien à redire, c'est important de le dire que c'est fluide entre nous, cet échange. Tu es d'accord? Non, je parle, on n'est pas dans un entretien, celui qui pose des questions et celui qui répond. En fait, on est dans un échange, quoi. Tu vois, c'est pas C'est pareil. ça, c'est ça. Et en fait, je sais pourquoi ce schéma dérange certaines personnes, parce qu'ils trouvent que je dépasse mon rôle de questionneur, d'intervieweur, parce que je donne mon avis, j'explique ma question. Et ça, ils n'ont pas l'habitude, donc ils disent, en fait, c'est le fait que je sors de leur schéma habituel et qui dérange. Moi, je pense que c'est ça aussi, non? Oui, ça peut déranger, effectivement, oui. Mais Mais bon, moi, toi, ça te convient? Toi, non, ça ça te convient? m'aime pas, non. Je te connais Ok. bien, Eric, je sais très bien. En tout cas, nous, on s'entend bien, on n'a pas de problème. Donc voilà, c'est un message que je passe parce qu'il y a des gens, ils sont pas contents. Ils me disent, vous nous emmerdez, arrêtez de couper Monsieur Vincent Hamel, ceci, cela, etc. Donc voilà, de temps en temps, j'ai ce genre de remarques.
il y a tellement de questions à poser et surtout à répondre qu'il faudra encore beaucoup de temps à partager quand même, hein. Voilà. Et la prochaine fois, on essaiera d'initier ce sujet de naturopathie d'hygiénisme parce que tu m'as dit que ça t'intéressait et qu'on pourrait très bien fusionner ces deux approches, la Oui, naturopathie, l'hygiénisme et la spiritualité. bah oui, je pense qu'aujourd'hui l'hygiénisme va avec la spiritualité. C'est une opérante indispensable par rapport à une hygiène de vie, hein, parce que on peut, voilà, se respecter surtout. C'est surtout la notion de respect et de l'amour de soi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, comment ça se fait que des gens qui regardent ce genre de vidéos où on parle d'amour, de spiritualité, ont des fois des commentaires d'une violence inouïe? Je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est Des vrai. attaques, alors que c'est pas, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas d'économie, voilà, on parle de Mais spiritualité, d'amour, et on a des réflexions des fois d'une violence inouïe. parce qu'on touche leurs fondements, leur acquis, leur science à eux, ils ont appris certaines choses, ils sont déterminés dans leurs croyances, et ça peut les gêner par rapport, parce qu'il peut y avoir une vérité, enfin une réalité plutôt qui vient les choquer, parce qu'ils ont mis accès toute leur vie là-dessus, donc ils sont un peu bousculés, donc ils peuvent que réagir mauvaise, d'une façon un peu Voilà, en violente. tout cas, on n'a pas l'intention de provoquer des réactions épidermiques, mais bon, l'humain est comme ça. Moi-même, j'ai une école et je m'aperçois que voilà, parmi tous mes élèves, il y en a qui sont complètement différents les uns les autres, et on a un rôle, s'adapter à l'humain, c'est quelque chose de très difficile. Je te souhaite le meilleur et puis à notre prochain rendez-vous. D'accord, entendu. Voilà, Ok. merci, au revoir. Au revoir Eric. Au revoir.